Bonjour à tous et bienvenue à l'auditorium du Musée d'Orsay pour cette conférence inaugurale. Je dois dire qu'en entrant dans la salle et quand je vous ai vus si nombreux, je me suis dit waouh, ça fait vraiment plaisir de voir que pour cette conférence inaugurale, il y a autant de monde. Mais je dois dire que ces conférences qui maintenant s'installent dans notre paysage du musée d'Orsay ont de plus en plus de succès. Et je pense que votre affluence aujourd'hui, est à l'image du succès que remporte l'exposition Splendeur et misère, image de la prostitution, depuis qu'elle a ouvert il y a maintenant une dizaine de jours. J'ai d'ailleurs eu une information ce matin me disant que pour les premiers jours de l'exposition, quand elle a ouvert, il y avait 5000 visiteurs par jour. Et je pense que ça ne diminue pas depuis son ouverture. Donc ça montre à quel point cette exposition spectaculaire, je dois dire, recueille votre intérêt. Avant de commencer cette conférence inaugurale, je voulais vous dire un petit mot du décor dans lequel nous nous trouvons sur cette scène que vous apercevez plus que vous ne le voyez d'ailleurs parce qu'il n'est pas très bien éclairé. Il s'agit d'un décor peint réalisé par un peintre de cinéma qui est un décor de spectacle en fait, qui est le décor du Café Polisson, qui est le spectacle de cabaret qui a été conçu autour de l'exposition sur le thème même de Splendeur et misère, et réalisé par une magnifique équipe d'artistes autour de Nathalie Joly. Et c'est un spectacle qui a déjà beaucoup de succès, qui a déjà eu les honneurs de tous les journaux et de nombreux médias, et qui va se redonner encore 3 fois. Donc pour ceux d'entre vous, d'ailleurs, je voulais faire un petit sondage. Qui est-ce qui est venu voir le petit Café Polisson ? Ah, c'est pas assez, ça. C'est pas assez. 3 dans la salle, mais c'est scandaleux. Il faut absolument, vraiment, que vous veniez voir ce spectacle qui est irrésistible. Le journal Le Monde a dit c'est le spectacle le divertissement le plus piquant de la capitale actuellement. Mais c'est un divertissement piquant, mais aussi passionnant et vraiment en adéquation avec le sujet de cette exposition. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de concerts, beaucoup de conférences, beaucoup de tables rondes, de colloques qui vont avoir lieu pendant toutes ces semaines à l'auditorium. Vous avez, je pense, pris la brochure en entrant dans cet auditorium. Si vous ne l'avez fait, vous pourrez le faire en sortant. Et j'espère qu'on vous reverra très nombreux à ces manifestations. Alors, je voulais d'abord vous présenter les personnes qui sont autour de moi, qui sont les 3 commissaires, les 3 principaux commissaires de l'exposition Splendeur et misère. Marie Robert, qui est au bout de la table, qui est conservateur photographie au musée d'Orsay. Isole Pludermacher, qui est conservateur peinture au musée d'Orsay également, et puis Richard Thompson, qui est professeur d'histoire de l'art et titulaire de la chaire d'histoire de l'art à l'université d'Édimbourg, et qui est par ailleurs un ami proche de ce musée, puisqu'il est également membre du conseil scientifique. Vous savez, le conseil scientifique, c'est une instance importante dans les grands musées nationaux. C'est qui est constitué à la fois des conservateurs du musée, mais aussi de personnalités extérieures. Il y a 3 personnalités extérieures dans le conseil scientifique du musée d'Orsay, dont Richard Thompson depuis quelques années, qui ce sont des spécialistes et des experts qui nous apportent leurs conseils sur la politique de manière générale du scientifique du musée. Voilà. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par vous, Richard, et vous poser d'abord une première question. Vous avez, je crois, été à l'origine, enfin en tout cas, vous avez fait partie de ceux qui ont été à l'origine de ce projet, de cette thématique d'exposition qui est un sujet tout à fait inédit. Et vous avez participé tout de suite à la réflexion sur ce sujet. Et pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher d'ailleurs, Richard ? Pourquoi est-ce que c'est vous ? Vous pouvez nous expliquer ? Je ne sais pas. Pas la vie privée. J'étais un des conservateurs avec Anne Rockberg et Claire Frêche de l'exposition de Toulouse-Lautrec, qui était au Grand Palais en 1992, et j'ai écrit des livres autour de ce sujet. Et j'ai eu beaucoup de la chance d'être invité de participer avec mes collègues ici sur l'équipe qui a monté cette exposition.
Il y a deux autres qui étaient partie de l'équipe qui ne sont pas ici. Ninka Bakker du musée Van Gogh, parce que l'exposition ira à Amsterdam. Et c'était l'idée de Ninka au commencement qui a lancé l'exposition. Et aussi Robert Carson, qui est le scénographe, scénographe magicien, qui a monté l'exposition ici dans les salles qui sont si belles, et c'est un cadre formidable. D'ailleurs, Richard, merci de parler de Robert Carson. Il m'a chargé de vous transmettre ses excuses parce qu'il a eu un empêchement vraiment de force majeure. Et donc Robert Carson, qui est le scénographe et directeur artistique de l'exposition, qui a eu un rôle tout à fait important, fondamental d'ailleurs dans cette exposition, peut-être Marie et Isolde en parleront tout à l'heure, malheureusement devait être avec nous et il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Il a eu un empêchement. Voilà, merci Richard, c'est tout ce que je voulais dire. Mais peut-être vous pourriez Richard, nous expliquer un petit peu les idées qui ont été les idées fondatrices pour la réalisation, la conception ensuite de cette exposition. Je parlerai autour des questions assez générales parce que mes collègues de l'équipe, nous avons une équipe très harmonieuse et dynamique, qui sont plus importants que moi ce midi. Et pardonnez-moi, je parlerai en français. Je veux commencer avec les grandes lignes de la prostitution à l'époque de l'exposition, qui est entre 1850 et 1910 à peu près. Et les artistes des types très très variés étaient attirés à ce sujet. Des tableaux très célèbres à l'époque, comme ce Jérôme, des tableaux des sujets historiques et très importants, intellectuels, et aussi les tableaux comme ce Manet, des sujets modernes, tableaux qui étaient scandaleux, partagent le sujet de la prostitution. Mais dès que le commencement de l'exposition, qui est le mi-19e, le Deuxième Empire, la prostitution s'impose aux artistes comme sujet. Et ça continue sous la Troisième République. Le tableau à gauche de Manet, le Nana, était refusé au Salon de 77. Apparemment, à l'époque, c'était clairement indécent. Mais Manet a exhibé le tableau tout de suite chez un marchand sur les grands boulevards. Donc, Nana était en vente sur les grands boulevards, exactement comme une prostituée de bon étage, qui est le sujet du tableau. Et dans la décennie prochaine, les années 80, un tableau comme La Grande Jatte de Seurat pose des questions qui sont un jeu de mots. Il y a à gauche cette femme qui pêche. Est-ce que c'est un jeu de mots entre une femme qui pêche et pécheresse? À l'époque aussi, où nous avons à droite une femme qui semble bourgeoise et elle a un singe. Et à l'époque, singesse était argot pour une prostituée. Et pour terminer ce vite panorama de l'époque, jusqu'au commencement du XXe siècle, un tableau très très important, un tableau qui est vraiment le seuil de l'art moderne, Les Demoiselles d'Avignon, a comme sujet la prostitution. Et nous avons dans l'exposition l'esquisse pour le grand tableau ici à gauche et ce grand étude pour la femme à droite. Et on peut voir dans l'esquisse, finalement aboli dans le grand tableau, l'homme à gauche qui n'est pas un client, il est un étudiant médical venu au bordel pour inspecter les femmes. Donc l'exposition opère à deux niveaux. Un, c'est les œuvres d'art, les tableaux, les objets extraordinaires, d'une qualité très haute, et aussi les photographies, les sculptures, etc. Et l'autre niveau, c'est l'histoire sociale, qui était difficile, dure, souvent difficile à définir. Prostitution a toujours existé.
Napoléon a introduit la réglementation avec les maisons closes, l'inscription des filles, les inspections médicales, etc. Mais quand notre exposition commence, tout a commencé à changer. Il y était l'accroissement des populations urbaines. Dans les années en 1850, il y a 1 million de personnages ici à Paris. En 20 ans, c'est doublé. Avec ça, il y a l'affaissement des hiérarchies morales et sociaux des sociétés locales. Les grands magasins qui vendent des robes bon marché, qui confusent une femme bourgeoise avec une ouvrière, ça donne une ambiguïté aux femmes. Et il y a aussi une presse qui propage l'idée de célébrité et des scandales à travers une public très très grande, un très très grand public de lecteurs. Donc la prostitution a à l'époque de plus en plus de réclames. Prostitution était partout, comme fascination, menace, nécessité, commerce. Il y a dans l'exposition, ce n'était pas caché, c'est nécessaire de le montrer, les bas-fonds de la société. L'expo ne cache pas la vie dure des prostituées de bas étage. Et le tableau de Jean Béraud, la salle des filles au dépôt, exposé au salon au milieu des années 80, était une vraie trouvaille pour notre exposition. C'était un tableau perdu. Et nous avons aussi à ce moment à Orsay une salle des dessins de Steinlen, qui représente, comme la photographie à droite, le prison Saint-Lazare, la prison des femmes, qui était un endroit horrible. Mais si les bas-fonds sont très nécessaires à montrer, il faut aussi expliquer que l'élite de la société est toujours mêlée avec la prostitution aussi. Dans le Deuxième Empire, Napoléon III a beaucoup de maîtresses. Il y a dans l'expo à gauche ce caricature magnifique de l'empereur traité comme un petit chien. Et au centre, nous avons cette magnifique sculpture d'une de ses maîtresses, Marguerite Bélanger. Et ce n'était pas seulement Napoléon III et le Second Empire qui se mélangeaient avec ça. En 1899, le président Ford, pardon, l'image n'est pas très bonne, était éteint dans son bureau à l'Élysée, très, très occupé, avec Madame Steinheil à droite, qui était une femme charmante. 9 ans après, son mari et sa belle-mère est trouvée morte. Oh, il y a des suspicions par là, mais Madame Steinheil échappe et elle termine sa vie comme la femme d'un aristocrate anglais. Voilà. Et les écrivains de l'époque étaient absolument liés, comme les artistes, au sujet de la prostitution. La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils était publiée en 1848. Et c'était comme sujet la courtisane. C'est sentimental, c'est assez doux comme roman. Mais Nana, qui est publié en 1880, c'est plus dur. Et Zola essaie il réussit à montrer tous les types de la prostitution à l'époque, de très haut, de très bas. Et finalement, au commencement du XXe siècle, Boubou de Montparnasse, de Charles-Louis Philippe, est très, très dur et décrit la menace du syphilis de l'époque. Ça, c'est réfléchi dans l'exposition. La bourgeoisie de l'époque veut lire, interpréter et comprendre la prostitution. Les tableaux de l'époque sont les témoins de ça. Souvent, ils posent des questions d'interprétation aux spectateurs du passé et aussi à nous aujourd'hui. Donc, nous avons ici, dans la même salle, dans l'exposition, ces 2 tableaux. Le tableau de Baudry, La perle et la vague, était exposé au Salon de 63. C'était
une femme condamnée par la critique Castagneri comme vraiment représentant pas un sujet de plage, mais une courtisane qui roule sur son sofa. Mais le tableau était acheté par l'impératrice. 2 ans après, Manet expose Olympia au Salon de 65 et c'était un tableau totalement condamné dans la presse. Olympia est considéré laide, sale, offensif. Et la chatte à droite, encore un jeu de mots, était quelque chose qui a irrité les personnages de l'époque. Mais La perle et la vague de Baudry n'était pas du tout un fable persan que Baudry a prétendu. Et c'est un tableau un peu licencieux. Si on regarde la coquille à ses pieds, c'est aussi gynécologique que maritime. Comment Baudry a évité les condamnations? Comment son tableau était acheté par l'impératrice Eugénie et Manet est condamné? Comment identifier la prostituée dans un endroit public quand elle est habillée à peu près comme une femme innocente, même bourgeoise? Dans les 2 tableaux ici, au commencement de notre exposition, les tableaux de Boldini et de Valta, les expressions peut-être donnent l'idée, mais plutôt c'est la jupe levée qui suggère, mais ne prouve pas que peut-être cette femme est une prostituée. Si on trouve une femme en position la nuit tombée sous un bec de gaz, elle était peut-être évidemment en commerce. Et les artistes peuvent jouer avec ce témoignage de leur publicité, de leur commerce. Et finalement, parce que je pose des questions d'interprétation, comment interpréter ces 2 tableaux dans l'exposition? Dans le Toulouse-Lautrec, nous avons un homme et 3 femmes, des petits gens qui participent à un bal public, un bal populaire. Mais est-ce que c'est le sujet? Le critique Félix Fénéon, en décrivant ce tableau en 89, a intitulé l'homme à droite Alphonse, homme de loi, donc le maquereau, le souteneur. Donc peut-être c'est sûrement pour Fénéon, c'était un sujet pas des prolétaires, mais définitivement de la prostitution. Et comment interpréter ce tableau de Jean Béraud? Apparemment, c'est un document clairement observé d'un petit échange commercial dans la rue. Ou peut-être c'est une observation morale. Béraud lui-même était donateur aux charités catholiques. Et regardez comme ce tableau représente ce commerce au-dessous du caniveau. Donc peut-être c'est une suggestion moralisante. Voilà, messieurs, dames, notre exposition. Notre exposition vous invite de voyager dans le temps, de regarder des chefs-d'œuvre, des tableaux, objets et photographies fascinantes, de vous insérer dans un monde où on retrouve de luxe extraordinaire, des maladies menaçantes, la vie foisonnante des villes, un système de réglementation en panne, la vie intime jouée sur la scène publique et surtout un monde qui pose des questions. Comment interpréter ces tableaux? Comment comprendre l'histoire? Comment lire la vie? Merci. Bonjour à tous. Oui, je vais effectivement, avec Marie-Robert, revenir sur la façon dont l'exposition a été conçue, préparée, les difficultés auxquelles on a pu se heurter et la manière dont on a tenté de les résoudre. Et vous dire tout d'abord, qu'il s'agit d'un grand travail d'équipe. Richard a parlé effectivement du commissariat, composé de 4 commissaires.
de Robert Carsen, le scénographe qui nous a vraiment accompagnés tout au long du projet dans la réflexion sur le parcours de l'exposition, qui a su accompagner tout au long de l'exposition notre réflexion sur le parcours et créer des harmonies, des atmosphères, en parfaite harmonie avec les différents aspects du phénomène montrés dans chaque section. À titre informatif, il a choisi pas moins de 19 teintes pour les peintures des salles avec des nuances de rouge que vous saurez apprécier d'une salle à l'autre. L'exposition a été l'occasion de faire paraître 3 publications qui l'accompagnent, que vous voyez ici, le catalogue en français et en anglais, l'abécédaire et une revue avec la contribution d'une vingtaine de spécialistes issus de différentes disciplines, histoire de l'art, psychanalyse, sociologie. Ici, vous avez la page d'accueil du site bibliographique qui a également été conçu par la bibliothèque autour de l'exposition, qui est un site pérenne qui servira d'outil aux chercheurs travaillant sur cette question-là. L'exposition est intitulée « Splendeur et misère ». Ce titre se réfère à l'ouvrage de Balzac, « Splendeur et misère des courtisanes », et a été écourté par rapport à l'original, car d'une part, la période montrée par l'exposition 1850-1910 est postérieure à celle du roman de Balzac, qui date de 1838-1847, et il ne s'agit pas uniquement des courtisanes, mais de la prostitution sous toutes les formes qu'elle peut prendre au XIXe siècle. L'objet de l'exposition était de montrer comment la prostitution est un sujet central au XIXe siècle, à la fois d'un point de vue moral et social, mais aussi en tant que sujet artistique. C'est un sujet qui n'avait jamais fait l'objet d'une exposition jusqu'alors, et pourtant, ce thème est d'une importance fondamentale dans les arts plastiques, mais aussi dans le théâtre, l'opéra, la presse ou la littérature. Les citations qui émaillent d'ailleurs tout le parcours sont là pour rappeler cette présence constante de la prostitution dans des écrits majeurs de l'époque, qu'ils soient scientifiques ou littéraires. L'exposition comprend plus de 400 numéros, dont une centaine de peintures et environ 150 photographies. Dans le domaine des arts plastiques, le sujet se décline dans tous les registres, allant bien sûr du nu féminin, mais en passant aussi par la scène de genre, le portrait, l'allégorie, ou le tableau d'histoire. Nous présentons également une grande variété de techniques, peinture, dessin, gravure, illustration, sculpture, objets d'art, photographie et cinéma. Et également une grande variété stylistique, et c'est ça qui est passionnant, c'est que dans la peinture, on trouve des œuvres se rattachant aussi bien au naturalisme qu'à l'impressionnisme, à l'académisme, au fauvisme, à l'expressionnisme ou à la naissance du cubisme. La difficulté majeure dans la conception de cette exposition et de son parcours a été de rendre compte à la fois du caractère polymorphe et flou de la prostitution au XIXe siècle, que Richard vient de vous exposer, et de montrer conjointement des problématiques socio-historiques et artistiques. Puisque nous sommes au musée d'Orsay, on fait une exposition d'histoire de l'art, mais il n'était pas question évidemment de gommer ces problématiques socio-historiques. C'est pourquoi nous avons choisi de faire dialoguer les œuvres d'art avec des documents, objets, registres de police, journaux, guides de Paris, photographies également, de manière à rappeler également la réalité crue d'un phénomène et d'éviter une vision uniquement à travers des œuvres d'art qui aurait pu conduire à une dérive esthétisante de l'appréhension du phénomène. Donc ce dialogue, notamment entre les beaux-arts et l'illustration, est absolument fondamental. Et c'est pourquoi aussi nous avons choisi de présenter non seulement des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, mais aussi des œuvres d'artistes peut-être moins connus du grand public. Il faut dire aussi en préambule que nous proposons une lecture de certaines œuvres dont certaines ont été très peu, voire jamais étudiées sous cet angle de la prostitution, notamment dans la première section consacrée à l'ambiguïté. Vous en avez un exemple ici avec le tableau de Tissot. Il ne s'agit bien sûr pas de réduire ces œuvres à la seule illustration du phénomène de la prostitution, ni à cette seule interprétation, mais d'ajouter des clés de lecture qui étaient celles des spectateurs de l'époque où ces œuvres ont été produites et exposées, et que nous avons, pour beaucoup d'entre elles, perdues aujourd'hui.
de déceler en fait des indices qui nous permettent de décoder des scènes de prostitution. Et ces indices nous ont notamment été fournis par l'illustration et la caricature qui grossissent en général ces indices et qui agissent comme des révélateurs. Et notamment l'abécédaire est construit autour de l'identification de l'ensemble de ces indices. Dernière chose avant d'aborder plus spécifiquement le parcours, il s'agit d'œuvres dues uniquement à des artistes masculins. Nous n'avons pas trouvé d'œuvres d'artistes femmes et donc de regards d'hommes sur des femmes dont la parole et le regard sont singulièrement absents malgré l'omniprésence des représentations féminines. Ces regards masculins sont de différentes natures, oscillant entre voyeurisme, fantasme, empathie ou encore approche documentaire. Quant à la prostitution masculine, nous n'avons pas non plus trouvé de représentation explicite dans les beaux-arts. En revanche, quelques photographies évoquent le phénomène qui était aussi présent au XIXe siècle et nous présentons un registre dit des pédérastes dans l'exposition. Le parcours a donc été conçu de manière chronologico-thématique. C'est pourquoi vous trouverez certains artistes comme Toulouse-Lautrec, qui est sans doute le mieux représenté de l'exposition, dans différentes sections, aussi bien dans l'ambiguïté que bien sûr les maisons closes, mais aussi la question sociale ou la modernité. Le parcours commence tout de même de façon chronologique avec Constantin Guis et Gavarni, puisque la prostitution, avant de devenir sujet de peinture dans la deuxième moitié du siècle, dans la première moitié du siècle, était très présente, mais plutôt dans la caricature ou l'illustration. Et Constantin Guis ouvre l'exposition, puisque c'est lui que Baudelaire appelait le peintre de la vie moderne et qui lui a servi d'exemple pour ouvrir l'art sur de nouveaux sujets, et notamment celui des bas-fonds parisiens. Donc nous commençons le parcours avec une section intitulée « Ambiguïté » que Richard vous a déjà présentée. Et pour cette section, en fait, nous avons choisi d'ouvrir par ça et non pas par les maisons closes qui sont vraiment associées dans l'imaginaire aujourd'hui à la prostitution du XIXe siècle, mais dans le but de désarçonner un peu le visiteur d'aujourd'hui et de lui montrer des œuvres qui, a priori, n'étaient pas en relation directe avec le monde de la prostitution. Et donc l'inviter à se poser des questions. La prostitution est un terme très difficile à définir, y compris au XIXe siècle, et recouvre des réalités très différentes dont nous avons voulu rendre compte. Et je dois dire que Robert Carsen, dans la conception de l'exposition, nous a vraiment trouvé cette idée que nous avons tous trouvée passionnante de commencer par l'ambiguïté et l'espace public parisien. Donc, dans l'espace public parisien, le jour se mêle jusqu'à se confondre les femmes honnêtes avec les prostituées déclarées ou clandestines ou bien prostituées occasionnelles. Donc, certains indices permettent de les déceler, tels que le relevé de jupon, déjà évoqué par Richard, et les artistes s'intéressent à ce climat équivoque, en particulier les artistes qui se rattachent à l'esthétique naturaliste, avec des scènes de genre dans lesquelles apparaissent des discrets sous-entendus qui restent toutefois dans les limites de la décence, et ce sont des œuvres que l'on imagine tout à fait destinées à un public bourgeois. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième partie de cette première section, intitulée Paris, capitale des plaisirs, où nous avons pu réunir 3 chefs-d'œuvre de Manet, Degas et Van Gogh, montrant des femmes seules à la terrasse d'un café, à l'heure de l'absinthe, c'est-à-dire entre 5h et 7h de l'après-midi, heure qui marquait vraiment le début de la prostitution. À l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à fréquenter les cafés seules, a fortiori pour y boire de l'alcool. Et si tel était le cas, elles étaient immédiatement associées à des femmes de mauvaise vie. Et ça, par exemple, c'est un code qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Donc, le pastel de Degas montrant des femmes à la terrasse d'un café le soir est intéressant puisqu'on voit le boulevard à l'extérieur et l'éclairage nocturne et ces femmes maquillées, coiffées de manière très visible qui parlent entre elles, et une terrasse était un endroit particulièrement convoité par les prostituées puisqu'elle leur permettait d'être visibles à la fois de l'extérieur, depuis l'espace public, et de l'intérieur de l'établissement. Quelque chose de surprenant aussi pour le public d'aujourd'hui, c'est de découvrir qu'au XIXe siècle, en particulier à partir du Second Empire, il existe un véritable tourisme sexuel à Paris, qui se développe notamment avec les expositions universelles, moment où apparaissent les brasseries
à femmes, phénomène ici illustré par Édouard Manet. Ces brasseries où c'est les femmes qui servaient de l'alcool, où elles étaient dans des tenues très séduisantes, affriolantes, elles entraînaient les hommes à consommer l'alcool en quantité de plus en plus importante et parfois plus. Et donc ça, c'est un exemple assez emblématique de la prostitution clandestine qui se développe et de ce tourisme sexuel auquel correspondent notamment des guides de Paris Plaisir que nous exposons également. Pardon. Donc, ces sujets de Paris, capitale des plaisirs, sont des sujets tirés de la vie moderne et qui répondent à l'appel de Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne en 1863 aux artistes pour qu'ils saisissent l'image variée de la beauté interlope dans la vie souterraine des grandes villes. Nous sommes ici non plus face à des œuvres destinées à un public bourgeois, mais à des œuvres soit non exposées, soit exposées en marge du salon officiel, dans des galeries privées, dans les expositions impressionnistes ou au salon des indépendants. La troisième partie de cette première section est consacrée à la nuit, puisqu'à l'époque, si la prostitution était tolérée dans la rue, elle était interdite le jour. En revanche, avec l'allumage des réverbères, ce que Zola appelle l'heure du gaz, c'est le jour de la prostitution qui se lève et le racolage est alors autorisé. Et les filles sont beaucoup plus facilement identifiables, notamment à travers leur tenue, leur maquillage et leur posture beaucoup plus provocantes. Elles stationnent à dessein à proximité de sources lumineuses, auprès de l'éclairage au gaz ou à l'électricité. Et il y a à ce moment-là une impression d'une véritable invasion de l'espace public par la prostitution, qui était tout aussi présente le jour, mais beaucoup moins visible immédiatement. Et cette invasion de l'espace public est très fréquemment décrite par les contemporains de ces artistes. Dernière partie de cette première section, consacrée à l'opéra, qui est le théâtre d'une prostitution de haut vol, à la fois à travers le bal de l'opéra qui avait lieu chaque année au moment du carnaval et qui était un moment qui favorisait particulièrement les intrigues galantes. Et là, nous sommes très heureux d'avoir pu réunir le tableau de Manet prêté par Washington et le tableau de Giraud récemment acquis par le musée Carnavalet. Mais également les petits rats de l'opéra, les demoiselles qui bien souvent étaient issues d'un milieu social assez défavorisé et qui étaient poussées par leur mère, comme le raconte notamment Ludovic Halévy dans Les Petites Cardinales illustrées par Degas dans ses monotypes, à trouver des protecteurs en la personne des abonnés qui, pour certains, avaient le droit d'accéder aux coulisses ou au foyer de la danse. Et de mettre face à face ce tableau de Béraud et cette aquarelle de Degas, ce pastel de Degas, avec dans la coulisse la silhouette masculine qui se découpe, est à ce titre très révélateur d'une autre réalité qui n'apparaît pas forcément au premier regard. La deuxième section est consacrée aux maisons closes, qu'on appelait alors les maisons de tolérance et qui sont vraiment au cœur du système réglementariste né sous le Consulat. Elles ont effectivement été légalisées en 1804, car au XIXe siècle, la prostitution était considérée comme un mal nécessaire. Parent du Châtelet, médecin hygiéniste et auteur d'une importante étude sur les égouts parisiens, avant de consacrer une étude définitive sur la prostitution au XIXe siècle, a appliqué cette vision hygiéniste de l'assainissement parisien à sa perception du phénomène prostitutionnel. Donc pour lui, la prostitution est un mal nécessaire destiné à combler la brutalité des passions de l'homme et elle doit être encadrée, contrôlée et bénéficier d'une surveillance policière et médicale. Aussi, les pensionnaires de maisons closes sont inscrites sur un registre comparable à celui que vous voyez sous la main droite de Mère Grégoire de Courbet et soumises à un contrôle médical régulier pour dépister d'éventuelles maladies vénériennes. Donc ici, la très belle salle conçue par Robert Carsen, qui est la grande salle consacrée aux maisons closes, avec la vitrine au centre de cette borne où de multiples documents sont exposés et dialoguent avec les œuvres au mur, essentiellement des œuvres de Toulouse-Lautrec, également Émile Bernard. Ces œuvres où on voit que les artistes se sont intéressés
au bordel comme une sorte de laboratoire de création artistique, et aussi pour montrer l'envers de la sexualité bourgeoise. Ce qui les intéresse, c'est, comme ici Toulouse-Lautrec, les corps de ces prostituées qui varient de position, de posture. Ici, dans un moment d'attente, ces corps sont passifs, les regards vides, on voit que ces femmes attendent le temps qui passe et que leurs occupations tournent autour essentiellement des nombreux repas qui rythment leur journée ou du jeu de cartes, comme vous voyez ici à gauche. Ou encore ici ce vide dans le regard de ces personnages féminins du tableau d'Émile Bernard, la partie de cartes. Et en revanche, au moment où les clients arrivent, on observe une véritable transformation des corps et des postures avec des mises en scène orchestrées par la patronne, bien souvent, les bas colorés, les déshabillés, les déhanchements, le maquillage, les sourires, qui sont autant de moyens de saisir le regard du client qui apparaît dans ces œuvres-là, mais qui est bien souvent absent des œuvres représentant le bordel. Voilà les monotypes de Degas. Et voilà, je vais passer la parole à Marie Robert pour la partie photographie. Merci Isolde. Voilà, en effet, traiter des images de la prostitution, c'est aussi traiter des images qui ont été générées par les deux médias nés au XIXe siècle, à savoir la photographie en 1839, puis le cinématographe en 1895. Ces deux médias qui ont d'abord pour spécificité d'enregistrer le réel sur une surface sensible, d'attester, comme l'a théorisé Roland Barthes, d'un « ça a été ». Ensuite, ce sont deux médias qui, à partir d'une matrice unique, un négatif, permettent de produire une multitude d'images et par conséquent de les diffuser à grande échelle. Si au XIXe siècle, peu de photographes ayant une ambition artistique ont produit des œuvres ayant pour thème la prostitution a été néanmoins un formidable réservoir d'images et de propositions visuelles de la part d'opérateurs professionnels, parfois mineurs pour l'histoire de la photographie, ou de la part d'amateurs. Ces photographies, nous les avons trouvées en grande partie à la Bibliothèque nationale de France, ce qui nous a permis d'associer, en quelque sorte, des visages et des corps aux noms qui apparaissent dans les divers dossiers, registres conservés aux archives de la préfecture de police à Paris. Mais très vite, il nous est apparu que dans ce domaine, c'était principalement les collectionneurs privés qui offraient les ressources les plus étonnantes, les plus inédites. Car la prostitution, c'est aussi un sujet qui se collectionne, un sujet qui intéresse des gens qui explorent les mondes interlopes, les populations marginales, et un sujet qui intéresse des gens qui s'attachent clairement à la dimension érotique des images. Même si ce n'est pas la question érotique, précisément, en tant que telle, qui nous a intéressés, nous commissaires, mais le contrepoint que ces images pouvaient fournir au sujet même de l'exposition. Plus précisément, les images photographiques sont donc mobilisées à plusieurs moments du parcours de l'exposition. Pourquoi ? Est-ce parce qu'elles documentent plusieurs aspects du sujet successivement traités au fil du parcours ? Ou bien est-ce parce que le médium photographique lui-même présente une multiplicité d'aspects, variant en fonction des auteurs des images, du statut des images, de leurs usages ou de leur mode de diffusion ? Alors, le parcours construit autour de la photographie offre justement une sorte d'itinéraire parallèle, parallèle aux œuvres des Beaux-Arts, dont Isolde et Richard vous ont parlé, un parcours qui raconte comment la photographie a elle aussi à voir avec la prostitution tout au long du XIXe siècle, et comment les images produites sont non seulement en lien avec un contexte social, culturel, artistique, mais sont aussi très souvent le fruit de déterminations techniques et technologiques. Et donc, ce parcours est ponctué de 5 grands moments que je vais rapidement vous brosser. Un premier cabinet réservé aux personnes majeures et aux personnes qui souhaitent découvrir les images présentées. Un premier cabinet, donc, montre des photographies pornographiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que la pornographie moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, naît avec la photographie. La photographie,
dans les années 1840, a d'emblée rendu public des corps, des sexes, des actes sexuels, un peu à la manière d'une prostituée qui exhiberait son intimité. Et donc, elle a engendré véritablement une frénésie de voir tout ce qui était jusque-là caché. Dans cette période où la prostitution était très réglementée, contrôlée, eh bien, le sexe tarifé était partout. Et en particulier dans ces images, qui présentent des scènes très posées, très théâtralisées, évidemment complètement organisées, mises en scène. Il n'y a rien de spontané dans ces images, qui étaient réalisées d'ailleurs dans le studio du photographe. Eh bien, ces images permettaient aux amateurs, d'abord bourgeois et puis ensuite une population plus large, de vivre en quelque sorte par procuration et à retardement une expérience sexuelle. Elles avaient très clairement pour vocation d'émoustiller le consommateur de ces images, un voyeur qui se retrouvait en quelque sorte dans une position analogue à celle du client face à une fille dans une maison close. Et par ailleurs, les comptes rendus réalisés par la police des mœurs, à la suite de saisies d'images obscènes dans des ateliers de photographes, nous montrent très clairement des interconnexions très fortes entre l'univers de la prostitution et celui de la pornographie. Et nous apprennent en particulier qu'un grand nombre de modèles pour ces images pornographiques venaient précisément de la prostitution. Évidemment, présenter ces images a fait débat en interne, mais il nous a semblé vraiment important de ne pas passer à côté de ce qui est au cœur de la transaction, à savoir des êtres de chair, des hommes, des femmes, du sexe et de l'argent. D'autant plus que finalement, l'acte sexuel lui-même n'est jamais montré par les peintres. Il montre l'avant ou l'après de la relation. En quelque sorte, la photographie et ensuite le cinéma ont pris le relais de l'art dans ce domaine pour montrer ce qui n'était jusqu'à présent pas montré. Un deuxième temps du parcours propose ou montre en quelque sorte que tout l'univers de la prostitution est un univers reconstitué. Les lieux, les acteurs, tout ce que les photographes proposent est en fait réalisé dans l'espace du studio. Pourquoi ? Parce que pour des raisons à la fois sociales, il est interdit de représenter ce qui se passe dans le bordel, et aussi pour des raisons techniques. L'éclairage intérieur dans les maisons closes, dans les maisons spécialisées, est tout à fait insuffisant pour des émulsions qui sont à l'époque peu sensibles. Et bien pour ces raisons, on reconstitue dans l'atelier, dans le studio, des scènes qui flattent le goût des contemporains, comme peuvent le proposer aussi les illustrateurs ou les caricaturistes. Ces scènes présentent les maisons de passe comme des lieux d'initiation, de volupté, de transgression, mais toujours évidemment uniquement à destination des hommes. Bon, alors voilà, on n'a pas... Si, c'est parfait. Voilà, c'était des images, c'était des possibilités... Plus près. Pardon. Ces images étaient un moyen pour les photographes de présenter des scènes de genre souvent grivoises. Alors là, vous avez par exemple le cas de Duparc qui prend prétexte du rêve d'une grisette auprès de laquelle se penchent deux fées en haut à gauche. Donc il prend prétexte de ce rêve pour montrer ou organiser un déshabillage chronophotographique de son modèle. Donc cette grisette se réveille et se rend compte que finalement tout cela n'était évidemment qu'un rêve. Vous avez une autre séquence ici sur carte postale, très humoristique, qui donc présente une jeune femme qui fait le trottoir devant un décor peint. Et à chaque fois dans ces scénettes, c'est la violence entre les sexes qui perce, puisque la femme qui a une sexualité autonome finit toujours par être matée par l'homme, et en l'occurrence ici par son proxénète, qui la menace d'une gifle. Troisième temps de ce parcours parallèle concerne en fait la manière dont la photographie a été habilement utilisée par les prostituées elles-mêmes. Les femmes galantes, demi-mondaines, actrices, danseuses, grandes horizontales, tout ont exploité en femmes d'affaires la photographie. En effet, elles faisaient leur promotion en posant devant l'objectif, souvent avec un très grand sens de la mise en scène.
Voici quelques exemples où on peut voir sur la gauche Sarah Bernard et à droite une actrice de seconde zone qui toutes en fait tirent profit de la multiplication infinie de leur image et utilisent la photographie comme une carte de visite, comme un support de communication. Car pour exister, pour ces femmes, il fallait attirer les regards et tous ces clichés qui sont échangés, collectionnés, reproduits dans des revues, édités en cartes postales, eh bien, leur permettaient de faire circuler leur effigie et de renforcer leur notoriété. Voici quelques autres exemples. Et puis, à la fin du siècle, la démocratisation du procédé photographique permet aux artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs, écrivains, de s'emparer à leur tour de l'appareil photographique et de réaliser des essais très personnels autour de la sexualité féminine. Ils inventorient, scrutent, objectivent les corps de modèles complaisants qui sont recrutés dans des brasseries ou dans des cabarets ou par le biais de petites annonces. Car les prostituées, à cette époque, sont les seules femmes qui osent montrer leur corps en plein jour. Et à la même époque, on peut enfin réaliser des photographies in situ, des photographies de ces femmes qui se prostituent dans leur garni ou dans leur chambre. Les clients pénètrent dans la maison de tolérance ou de rendez-vous avec leur appareil photographique. Ils veulent très souvent garder un souvenir de leur expérience. Le cliché est aussi une manière, probablement, de prolonger la possession d'une femme. Et on peut supposer, en fait, que le principe même de la prise de vue, à partir de ce moment-là, participe pleinement au plaisir sexuel. Donc, bien loin de ne produire que des documents qui viendraient ajouter des preuves au discours tenu par l'exposition, eh bien, la photographie, dans cette exposition, développe sa propre histoire. C'est une histoire artistique qui est à la fois le produit de l'histoire sociale et de l'histoire des techniques photographiques. Voilà, et je redonne la parole à Isolde après ce petit détour. Merci. Merci Marie. Oui, donc en fait, je vais revenir sur le parcours de l'exposition. Nous avons choisi d'introduire la photographie, cette présentation faite par Marie, au moment où la photographie intervenait dans le parcours de l'exposition pour la première fois, mais on s'est dit que ce serait mieux si Marie vous exposait tout ce qui était en relation avec la photographie à ce moment-là, plutôt qu'à chaque moment du parcours. Donc, je reprends le fil. Après la première grande section consacrée à l'ambiguïté et la section consacrée aux maisons closes, toujours dans cette section consacrée aux maisons closes, nous avons une salle consacrée à l'intimité des pensionnaires, celle qu'on appelle les filles, l'intimité de ces femmes souvent fantasmées en l'absence des hommes, et notamment la toilette, les préparatifs avant l'arrivée des hommes, mais aussi des relations tendres entre les femmes, puisque l'homosexualité féminine, qu'on appelait alors tribade, est vraiment un lieu commun à cette époque-là dans toutes les études et les représentations de la prostitution. Tout roman naturaliste, que ce soit Satin et Nana dans Nana de Zola ou chez Huysmans ou Goncourt, on retrouve toujours ces scènes saphiques dans les représentations de la prostitution. La section suivante, intitulée « La prostitution dans l'ordre moral et social », nous a permis de montrer les débats de société qui avaient alors cours au sujet de la prostitution et de mettre en avant aussi leur actualité par rapport aux débats que l'on peut avoir aujourd'hui dans la société. Cette section s'appuie sur de nombreux documents, ouvrages scientifiques, presse illustrée, registres de police, le tableau que Richard vous a déjà montré, où l'on voit en fait des femmes à la suite de rafles qui avaient lieu souvent sur les boulevards parisiens la nuit et où la police arrêtait indifféremment des femmes honnêtes, des prostituées déclarées ou clandestines. Donc ces rafles étaient très impopulaires. Et après ces rafles, les femmes étaient envoyées dans un dépôt à la préfecture de police, et celles qui étaient identifiées comme clandestines ou malades atteintes de syphilis étaient envoyées à Saint-Lazare, qui était à la fois hôpital et prison pour femmes, destinées à soigner les syphilitiques, puisqu'elles avaient obligation de se soigner.
Vous avez ici une cire anatomique qu'on a voulu également présenter, qui appartenait à la collection de celui qui se faisait appeler le docteur Spitzner et qui en fait avait racheté un fonds de cire anatomique médicale destiné aux étudiants en médecine, mais pour les exhiber dans des baraques foraines. Et il y avait notamment une salle qui montrait les atteintes de la syphilis. Alors on a choisi un exemple pas trop horrible, mais il y a des vues d'appareils génitaux notamment tout à fait étonnantes. Dans ces baraques, l'accès à ces baraques foraines et notamment à ce cabinet des syphilitiques était réservé aux hommes et notamment aux militaires afin de les mettre en garde contre ces maladies. La violence du système réglementariste est alors régulièrement dénoncée et avec la fin du XIXe siècle se développe une pensée abolitionniste portée notamment par Guyot ou Taxil et qui conduira au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à l'abolition du système réglementariste et des maisons closes. La section suivante est consacrée à ce qu'on appelle l'aristocratie du vice, qui est un terme emprunté à Huysmans et Zola pour désigner le monde des courtisanes. Alors pourquoi avons-nous intégré les courtisanes ? Cela aussi, cela a fait objet de débats dans le commissariat, puisque en fait, ces femmes entretenues, il nous apparaissait important qu'elles soient aussi dans l'exposition, parce que d'abord, elles faisaient partie d'une surveillance particulière, et nous exposons d'ailleurs un registre de police qu'on appelle livre des courtisanes, où elles sont photographiées, où toutes leurs activités sont détaillées. Et nous l'avons ouvert d'ailleurs à la page concernant Valtès de la Vigne, dont le portrait est également exposé dans la salle. Le voici. Sachant que ce registre, on doit tourner la page chaque mois pour des raisons de conservation. Donc, si vous revenez dans l'exposition, vous pourrez voir les pages concernant d'autres courtisanes. Et selon Parent du Châtelet, donc le théoricien de la prostitution, les courtisanes sont les êtres les plus dangereux parmi les prostituées parce qu'elles s'attaquent en fait au plus haut de la société. Souvent, elles sont issues du monde du spectacle et elles connaissent une ascension fulgurante, bien plus par leur qualité plastique, on va dire, le plus souvent que pour leur talent artistique. Elles dévorent les fortunes, puisque pour les hommes de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie, se montrer avec une courtisane à l'opéra ou dans un cabinet particulier d'un restaurant était un signe extérieur de richesse et de virilité. Souvent, ces femmes recherchaient un mariage avantageux qui leur permettait d'avoir un nom à particules et une respectabilité nouvelle. La diffusion de leur image se faisait par des portraits officiels dus à des artistes officiels comme Carolus Durand ou Gervex ou Amaury Duval, qui ne diffèrent pas beaucoup des portraits de femmes du monde, à l'exception d'un regard particulièrement appuyé ou d'un sourire entendu ou d'une jambe dévoilée, comme on voit ici dans ce portrait. Ces courtisanes étaient un peu l'équivalent des stars d'aujourd'hui. Elles donnaient vraiment le ton en matière de mode et de goût. Et nous montrons notamment des journaux qui relatent leurs faits et gestes qui étaient scrutés notamment par les femmes de la haute société. Voilà la salle. Alors, pour cette section courtisane qui comprend 3 salles, Robert Carsen a choisi non plus de peindre les murs, mais de les tendre d'un lampas très raffiné qui évoque l'intérieur de ces femmes. Le fauteuil de volupté, au moment où il était installé, le rolla de Gervex. Le lit, alors nous avons cherché un lit, nous avions quelques idées, mais qui n'ont pas pu se réaliser pour des raisons de conservation. Il était impossible de démonter, remonter. Et Robert Carsen, là encore, tenait absolument à ce qu'un lit figure dans l'exposition, parce qu'il disait qu'une exposition sur la prostitution sans lit, c'était un non-sens. Et on a pu retrouver donc ce lit dit de la Païva, bien que l'on doute fortement qu'il ait appartenu à la Païva, mais dont le décor peut tout à fait laisser à penser qu'il s'agissait d'un lit de courtisane. Et ce lit était démonté en plusieurs éléments et appartient aujourd'hui à la municipalité de Neuilly-sur-Seine.
La dernière salle consacrée aux courtisanes, alors c'est une salle qui n'a pas vraiment de titre et elle aborde plutôt la question du grand nu couché et de l'invention du nu moderne à travers la représentation par des biais plus ou moins détournés de la prostitution. Richard vous a déjà parlé des commentaires qui ont été faits sur ce tableau de Baudry. Le même artiste représente une Madeleine avec pour modèle Blanche d'Antigny, qui était aussi une grande courtisane. Et la figure de la Madeleine est vraiment un des moyens d'évoquer la prostitution, mais sous un jour plutôt favorable, puisque c'est la figure de la prostituée transfigurée par l'amour et qui connaît la rédemption. Donc Olympia nous figure dans cette salle. Voilà, sur un mur tendu de noir, de soie noire. Elle est en fait à cet emplacement du parcours, puisque pour certains historiens de l'art, elle représenterait une courtisane, pour d'autres une prostituée de plus bas étage, et elle nous permet de faire aussi la jonction avec la modernité, qui est vraiment un sujet tout à fait central aussi dans notre exposition. Bien que Manet se soit très fortement inspiré de Titien et de modèles traditionnels, avec Olympia, il invente en quelque sorte le nu moderne. Voilà, quelques vues en cours d'installation avec des jeux très intéressants entre le Clessinger, la femme piquée par un serpent et le Baudry. La section suivante de l'exposition est intitulée « Imaginaire de la prostitution ». Elle est consacrée essentiellement aux fantasmes et aux allégories autour de ce thème, puisque la prostituée est vraiment une figure incontournable dans la littérature et les arts de l'époque. Et à travers la prostituée s'expriment des angoisses troubles et de multiples considérations sur la femme en général. On voit que la prostituée peut être évoquée par des détours spatio-temporels, ici avec le prétexte de l'Antiquité gréco-romaine, avec cette Phryné. Et là, un rapprochement très intéressant que vous pouvez voir ici en salle, entre un tableau étonnant de Mossa et une sculpture qui précède le tableau de quelques années de Jérôme, montrant une prostituée sacrée de la ville de Corinthe. Vous voyez qu'on est dans les deux cas face à une espèce d'idole hiératique et parée de bijoux. Et ce tableau étonnant de Mossa montre une femme sur un tas d'hommes comme sacrifiés. Et vous pourrez observer dans les salles le détail des traces de mains remplies de sang des hommes qui sont que l'on peut voir sur ses cuisses à cette idole. Voilà, Félicien Rops, évidemment, très présent dans l'exposition. L'inventeur, selon ses propres mots, du demi-nu moderne, puisque c'est vrai que les prostituées sont rarement représentées entièrement nues, puisque dans les maisons closes notamment, elles portaient des déshabillés ou des bas colorés. Et voilà, la dernière section est consacrée à la modernité. Donc, je vous ai déjà parlé d'Olympia. Et à la fin du XIXe siècle, la prostitution s'affirme vraiment comme un sujet moderne. Et Toulouse-Lautrec est un artiste incontournable pour toute une génération d'artistes qui arrivent à Paris. À travers ce tableau qui fait l'affiche de l'exposition, qui est un magnifique prêt de l'Art Institute de Chicago, on voit, c'est un tableau qui est très proche des thématiques abordées dans la deuxième salle de l'exposition, mais où on voit que ce qui intéresse l'artiste, ici plus précisément la recherche d'équivalents plastiques, en quelque sorte, aux sensations éprouvées dans les lieux de prostitution où la foule, le vacarme, le mouvement sont amplifiés par la présence des miroirs et de l'éclairage artificiel. Les femmes, les prostituées elles-mêmes participent activement à ce qu'on appelle alors le spectacle de la prostitution, en optant pour des apparences affichantes, un maquillage outré, des postures travaillées. Voilà ce parallèle très frappant qui est dans cette salle entre Picasso et Lautrec. On voit comme le jeune Picasso a pu regarder Lautrec. Là aussi, on est dans un thème très proche de la deuxième salle, les buveuses d'absinthe, mais on est plus sur le terrain de l'expérimentation plastique. Cette aquarelle de Derain.
Ah, et alors voilà, oui. Le Picasso bleu, la femme assise au fichu, la mélancolie, qui est un tableau absolument extraordinaire et qu'on a eu beaucoup de mal à placer dans l'exposition. Pour ma part, j'ai un petit regret parce que j'aurais bien aimé qu'elle ouvre l'exposition, qu'elle soit toute seule au début, parce que je trouve que c'est vraiment un tableau qui résume en quelque sorte tout le propos. On a à la fois un portrait psychologique, une allégorie de la misère. En fait, Picasso, grâce à l'intermédiaire d'un médecin de sa connaissance, a pu avoir accès à l'hôpital, la prison Saint-Lazare. Et là, il représente une de ces prostituées au clair de lune, reconnaissable au bonnet qu'elle porte sur la tête. Et nous avons aussi le chemin vers la modernité que l'on peut percevoir à travers ce tableau. Donc on a eu beaucoup de mal à le placer. D'ailleurs, on a changé son emplacement aussi de manière à ce qu'il puisse se situer tout seul sur une simesse, parce que vraiment, au départ, on pensait le mettre avec le grand nu assis qui est en toute fin d'exposition, mais vraiment, il est trop singulier et on a presque besoin d'un espace à part pour le contempler. Oui. Et voilà la dernière section, la dernière partie plutôt de cette dernière section, sachant que la première partie, on voyait beaucoup de foule. Là, dans cette dernière partie, on est vraiment dans des figures plus individualisées, de prostituées, avec toujours ce travail sur le maquillage, les attitudes, mais on abandonne progressivement tout élément de décor anecdotique pour vraiment étudier les corps et les attitudes d'un point de vue plus purement plastique. Voilà. Donc, dernier mot pour dire, on peut s'interroger, se demander pourquoi la prostitution est un sujet qui a autant fasciné les artistes. L'exposition est très riche, il y a beaucoup d'œuvres et encore, elle résulte d'une sélection, je dirais pas drastique, mais on aurait pu en présenter beaucoup plus. Alors pourquoi cet intérêt ? On peut penser, par exemple, que la figure de l'artiste peut être identifiée à celle de la prostituée, qui pourrait être un petit peu son double. Ce sont toutes les deux des figures marginales, en marge de la société. Et l'œuvre d'art, comme le corps, sont objets de plaisir public, pour reprendre les termes de Baudelaire. Et cette comparaison peut être proposée comme un moyen de justifier cet intérêt jamais démenti. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les trois, Richard, Marie et Isolde, pour cette présentation absolument passionnante. Bravo pour cette exposition, hein, c'est votre œuvre. Et je crois que cette présentation d'aujourd'hui nous donne à tous l'envie de se précipiter dans les salles pour voir ou revoir l'exposition et tous les chefs-d'œuvre que vous avez réussi à réunir. Je voudrais remercier évidemment toute l'équipe technique et Scarlett Reliquet, ma collègue qui est en charge des cours, colloques et conférences ici, pour l'organisation de ce moment que nous avons partagé ensemble.